Philippe de Villiers, tiens, parlons d'un procès, puisque vous voulez parler de justice. Le procès de Marine Le Pen, depuis mardi. Marine Le Pen comparaît devant la Cour d'appel de Paris. En première instance, Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics. C'était le 31 mars 2025, par le tribunal correctionnel, à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Lors du procès de première instance, vous aviez jugé sévèrement la qualification délictuelle retenue par la justice. Pourquoi, Philippe de Villiers ? Parce que la qualification délictuelle du tribunal de première instance ne correspondait pas aux reproches qui étaient adressés aux parties mis en cause. Je m'explique. La qualification, c'était détournement de fonds publics. Or, à aucun moment, dans l'accusation, il n'était question de détournement de fonds publics. À aucun moment, il n'était question d'un seul élu qui aurait mis de l'argent dans sa poche. Non. À aucun moment, il n'était question d'un enrichissement personnel. À aucun moment, il n'était même question d'un emploi fictif. C'est-à-dire un salaire indu pour un travail non effectué. C'est ça l'emploi fictif. Non, il était question simplement de la nature du travail effectué par les assistants parlementaires. Et là, moi je pose une question simple. Avec mon expérience de député français au Parlement européen. C'est un sujet que je connais bien, pour avoir expérimenté. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que les assistants parlementaires, et c'est une question ancienne, est-ce que les assistants parlementaires sont les employés du Parlement ou est-ce qu'ils sont les employés, les collaborateurs du député ? Pour répondre à cette question, il faut toujours se replacer dans le contexte suivant. Un député, il défend une ligne, il défend une doctrine, surtout au niveau européen. Et s'il est souverainiste, il ne peut pas être à moitié souverainiste à Paris, à moitié souverainiste à Bruxelles. Il défend une ligne politique et parlementaire. En d'autres termes, vouloir mettre une cloison étanche entre la fonction politique et la fonction parlementaire, ça ne tient pas la route. Il faut vraiment être totalement ignorant de ce qu'est la vie parlementaire et la vie parlementaire européenne pour vouloir dessiner une telle cloison. Mais je vais plus loin. Moi, je pense qu'un député européen, d'abord, premièrement, ça n'existe pas. De mon temps, ce n'était pas député européen, c'est député français au Parlement européen. Je ne sais pas maintenant comment ils appellent ça, mais c'est député français au Parlement européen. Et on y faisait très attention. Le député français au Parlement européen, quand il est dans l'opposition, c'est pas lui qui fait les résolutions. Donc, il proteste, il critique, il défend une position politique qui est celle, par exemple, du souverainisme. Et donc, les assistants parlementaires qui travaillent avec lui, ou les autres, bah, ils font bloc. Et en fait, il y a un magistrat qui m'a dit récemment, ils ont inventé en première instance 2 délits. L'enrichissement partisan et l'hostilité à l'Europe. C'est ce qui leur a permis, en fait, de condamner en première instance Marine Le Pen. Geoffroy. Alors justement, Philippe, quel est selon vous l'enjeu de l'arrêt de la Cour d'appel dans le procès qui a commencé cette semaine ? C'est un enjeu très important. Je dirais que ce procès recèle la question vitale de la souveraineté. Le professeur Karim Malberg, qui a défini la souveraineté, qui a défini le droit constitutionnel et administratif public français, une sommité, a laissé en héritage une définition du pouvoir. Il dit le pouvoir souverain, c'est un pouvoir
qui ne relève d'aucun autre et qui n'en admet aucun autre au concours avec lui. Or, le pouvoir souverain donne son fondement à l'État et il donne son expression au peuple et en même temps son pouvoir suprême. Il se trouve que, depuis quelque temps, le souverain change de titulaire. La souveraineté n'appartient plus au peuple, elle appartient au juge. C'est-à-dire que le souverain ne choisit plus son souverain. On l'a vu avec l'affaire Fillon, on le revoit avec l'affaire Marine Le Pen. Il ne choisit plus son souverain, c'est les juges qui choisissent le souverain, ou qui l'écartent, qui écartent le souverain souhaité par le peuple, ou la majorité du peuple, éventuellement. En d'autres termes, le 31 mars 2024, le tribunal correctionnel de Paris a pris le contrôle de la vie politique française. Et on a vu là un basculement avec un nouveau régime, qui est un régime d'exception, qui ouvre sur un messianisme judiciaire, si vous me passez l'expression. C'est quoi le messianisme judiciaire? C'est quand les juges changent de fonction, de magistère. Ils ne sont plus une autorité, ils sont un pouvoir. C'est-à-dire que la tribunicia potestas des Romains, la puissance tribunicienne, quitte la politique pour aller au prétoire. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 décembre 2024? Le tribunal, en toute bonne foi, a considéré que son rôle, c'était d'interpréter la défense du peuple contre les puissants. Donc, pas les mêmes règles, plus la présomption d'innocence, plus l'ordre des deux juridictions, plus l'appel suspensif, l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'exécution immédiate, c'est-à-dire en fait pour un politique l'exécution capitale. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de vivre l'affaissement du pouvoir politique face à la République des juges. J'explique en deux mots. L'affaissement du pouvoir législatif, puisque c'est le juge, on l'a vu dans la première question que vous m'avez posée, c'est le juge qui définit le travail parlementaire. Et ensuite, c'est le législateur qui s'immole lui-même et qui envoie un message au juge, puisque c'est le législateur qui, en 2016-2017, a proposé qu'un homme politique coupable devienne inéligible, avec exécution provisoire. En d'autres termes, comme l'a dit Jean-Éric Chotel dans Le Figaro, dans un article brillantissime, le bras armé des juges contre le politique est armé par le politique. Et ensuite, je dis le double affaissement du pouvoir législatif, mais aussi du pouvoir exécutif, puisque ça tombe sous le sens, c'est maintenant la République des juges qui choisit les pré-candidatures. Ce sont les juges qui choisissent celui qui est digne ou non de représenter le peuple. Là, on n'est plus dans la délégation du peuple, on est dans la substitution au peuple. Combien de temps le peuple va-t-il accepter ça? Alors, c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce qu'en fait, les trois juges qui vont prendre la décision ont plusieurs possibilités. Soit maintenir l'éligibilité à 5 ans, auquel cas Marine Le Pen ne peut pas se présenter, soit la supprimer, auquel cas elle peut se présenter, soit la mettre à 2 ans, auquel cas elle peut se présenter. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que, pour répéter ce qu'a dit M. Chotel dans Le Figaro, est-ce que vous vous rendez compte que le sort de l'élection présidentielle va se jouer dans une salle de délibéré avec 3 magistrats
qui, en leur âme et conscience, vont décider du sort de la France. Philippe de Villiers, vous souhaitiez revenir parce que vous aviez alerté sur, vous savez, le projet de loi sur la fin de vie. Et vous aviez interpellé la semaine dernière les évêques de France. Et il s'avère que les évêques de France ont défendu les soins palliatifs dans une tribune parue jeudi. Et alors que le débat parlementaire sur la fin de vie a repris depuis mercredi en commission au Sénat. Que disent les évêques ? Les soins palliatifs sont l'unique bonne réponse aux situations éprouvantes de la fin de vie. Évoquer une loi de fraternité quand il s'agit de faire mourir, de donner la possibilité de s'administrer une substance létale ou d'inciter un soignant à le faire contre sa conscience est un mensonge, Philippe de Villiers. Alors, c'est curieux d'ailleurs, le journal La Croix a publié une tribune de la conférence des évêques de France. Une tribune, c'est un point de vue. J'imagine qu'il y aura une tribune contraire qui va venir demain. Une tribune des évêques de France, la conférence des évêques de France, ils acceptent ça. Bon, voilà pour la forme. Mais sur le fond, cette tribune est excellente. Parce que vous avez lu une partie sur les soins palliatifs, mais sur la question de l'euthanasie, le communiqué est très clair, très fort. Et je voudrais dire à cet égard que j'ai été bouleversé cette semaine par les lettres que j'ai reçues à la suite de mon intervention de vendredi, et notamment des lettres que j'ai mises de côté, auxquelles ont sans doute pensé les évêques de France en écrivant ce communiqué. Les petites sœurs des pauvres, les congrégations hospitalières catholiques, qui sont en plus grand nombre que je ne le pensais, les sœurs Xavier de Jeanne Garnier, les sœurs Augustine de Malétroit, etc. Et qui m'ont écrit en disant « c'est épouvantable ce qui nous arrive, parce qu'avec le délit d'entrave, on sera condamné à 30 000 € et à 2 ans de prison. Et donc, on va devoir quitter la France. Monsieur de Villiers, on va devoir quitter la France. Est-ce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, la seule loi qui va passer, la seule loi dont pourra se vanter Macron pour son 2e quinquennat et le cornu dans son charabia, c'est une loi sur la vie qu'on retire après avoir retiré une loi sur la vie qui se retire. La France est en retraite. La France se retire. Elle se retire de la vie. Le progressisme mortifère nous accable. Un pays ne peut pas survivre si le principe de la vie n'est pas considéré comme intouchable. C'est vrai depuis Antigone, qui réclamait le droit d'enterrer son frère. C'est vrai depuis Hippocrate. C'est vrai depuis 25 siècles. Le fondement de la civilisation, c'est la vie. Et ce soir, je suis heureux d'avoir pu lire ce matin. C'est la première fois que La Croix me donne un vrai bonheur, le journal La Croix. Oui, parce qu'on devait parler d'une autre tribune du journal La Croix sur le déclin, la démographie et la vision de cette baisse de la natalité historique en France. Mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Peut-être que nous en parlerons la semaine prochaine. Pourquoi pas. Mais Philippe de Villiers, parlons de la vie. Justement, il y a un journal qui est plein de vie et de vitalité. Et pourtant, il a 200 ans. Je parle du Figaro, les 14, 15 et 16 janvier. Le Figaro a donc invité tous ses lecteurs et puis beaucoup de monde pour une exposition immersive et conférences et émissions spéciales. Philippe de Villiers, le Figaro a 200 ans. Quand je vous dis le Figaro, vous me répondez quoi, Philippe ? La pensée critique et mon café au lait le matin. Le café au lait le matin ? Parce que j'écoute, c'est une coïncidence, les éditorialistes d'Europe 1 oui. Et Vincent Trémollet, Alexis Brézé qui se relaie, après Vincent Herouette, et un peu plus tard Eugénie Bastier. Et en fait, c'est des moments de gourmandise de l'esprit. Et par moments, je trouve que mon café n'a pas de goût.
alors qu'il faut que j'arrête de boire pour les écouter. Je bois leurs paroles. Et bien justement, il y en a... Et alors, attendez. Oui. Alors, en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renouvelé la pensée française, la pensée critique. Et ils ont levé une génération que vous connaissez, avec qui nous travaillons, qui sont des gens merveilleux, dont un garçon qui s'appelle Alexandre Devecchio. Ah oui, vous voulez m'en parler, hein? Bah oui, mais allez-y, au contraire. Alors, Alexandre Devecchio, c'est quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Humainement, c'est un garçon merveilleux, admirable, très intelligent, polyvalent, grande culture. Et là, il vient de commettre un livre que je viens de dévorer, parce que ce livre est original. Il est original dans le point de vue qui est le sien, point de vue de sa plume, et il est original par ce qu'il raconte de son récit personnel. Alors, en fait, Alexandre Devecchio, c'est qui? C'est un fils d'immigrés italiens, voilà pour le père, et un fils d'immigrés portugaises, voilà pour la mère. Il vit son enfance à Épinay-sur-Seine dans l'ambiance du Black Blanc Beurre, et il nous raconte tout ça côté pavillon et pas côté cité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est merveilleusement écrit, et c'est merveilleusement décrit, et il nous explique en fait le moment de bascule qu'il a vécu entre ce que j'ai moi-même appelé dans Populicide le peuple neuf et le peuple hagard. Et surtout, il parle du petit blanc, en fait, dont plus personne ne parle, dont personne ne veut parler. Le petit blanc, il passe par pertes et profits. Et lui, c'est un petit blanc qui a réussi. Et il explique pourquoi il a réussi. Et c'est une leçon pour tous les Français de désir qui voudraient ressembler aux Français de souche, à la condition que les Français de souche leur donnent envie d'une quelconque ressemblance. Il dit, moi je suis un petit blanc qui a réussi parce que j'ai connu l'assimilation. Assimiler quelqu'un, c'est vouloir faire de l'autre un autre soi. Et donc, il a eu cette chance d'être assimilé, un des derniers assimilés, parce qu'aujourd'hui, on n'assimile plus. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut lire ce livre, il est admirable, et il est admirable intellectuellement, spirituellement et moralement, parce qu'en fait, c'est un livre qui ouvre sur un avenir positif. C'est un livre d'espérance. Alexandre Devecchio, c'est vraiment quelqu'un qui a une plume originale. À chaque fois que je vois une chronique dans le Figaro, Alexandre Devecchio, je me dis, ah, ça je vais lire, je mets de côté. Philippe de Villiers, il ne nous reste que quelques instants, donc on avait tellement de choses à se dire encore. J'aurais aimé vous entendre sur l'écriture inclusive. Vous savez que désormais, le Conseil d'État valide l'écriture inclusive. On n'a pas le temps, on va se le garder pour... Dommage, mais parce que le Conseil d'État a été corrigé par l'Académie française. Il reste encore des académies qui ont un peu de courage pour corriger. Et je crois que vous avez vu Jean-Marie Rouard récemment. Exactement, c'était le week-end dernier. Un bienfaiteur de la langue française. Et Jean-Marie Rouard, on se le garde pour la semaine prochaine. Aucun problème. Le temps pour moi aussi de vous féliciter, cher Philippe, puisque j'ai cru comprendre que Populicide était en train d'exploser les scores et continuer de gravir encore un peu plus les sommets. Vous tutoyez les 185 000 ventes, c'est ça? 185 000 lecteurs, donc c'est une grande chose. Vous savez la phrase de Talleyrand? Non, mais souvent, je dis non, après vous me répondez. Il faut recevoir les compliments comme un acompte avec humilité, un léger mouvement de recul, mais il ne se refuse jamais. Eh bien, écoutez, un grand merci, Philippe de Villiers. Restons encore ensemble quelques instants. C'est vrai qu'on a commencé cette émission en parlant de Sébastien Lecornu, de ses promesses, de ses annonces. Nous allons y revenir dans quelques instants dans l'heure des pros. Marine Le Pen doit prendre la parole d'un instant à l'autre aussi depuis Marseille pour soutenir Franck Alizio, qui est candidat RN à Marseille. Ville symbolique, Marseille, cher Philippe, puisque pour les municipales, mais aussi pour la présidentielle. Je peux vous dire un mot là-dessus? Bien sûr, allez-y Philippe, il serait bienvenu. En 1986, j'étais jeune secrétaire d'État à la culture et Jean-Claude Gaudin m'invite à Marseille. Et
je me souviens qu'il y avait le préfet de police, il y avait beaucoup d'autorités. On mangeait une bouillabaisse sur le port, sur le vieux port. Et là, en fait, ils me disent tous, dites-leur à Paris que dans 30 ans, Marseille ne sera plus une ville française. Je dis, ah bon, pourquoi? À cause de l'immigration. Quartier Nord, etc. Ils m'expliquent tout ce qui va se passer. Et en fait, il ne s'est rien passé. Personne n'a rien fait. Et aujourd'hui, Marseille devient une ville du narcotrafic. Et il est heureux qu'il y ait des gens courageux comme Franck Alizio, Stéphane Ravier, que je connais bien, qui est un ami, type remarquable, sénateur. Voilà. Et il est grand temps que Marseille retrouve la France et que la France retrouve Marseille.